Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Essentiel, le 7ème de notre mini-série dans laquelle David Emmanueli et moi-même, Charles-Édouard Wasselin, abordons le travail d'une personnalité de l'industrie du cinéma. Cette saison, comme vous le savez certainement déjà si vous avez tout bien suivi depuis le début, nous avons choisi de vous parler d'Henri-Georges Clouzot, un cinéaste qui, à nos yeux, est essentiel. Nous revenons en détail sur sa vie et sur les films qu'il a réalisés et nous essayons de comprendre et prendre la mesure de son influence sur le cinéma moderne. Bonjour David, comment vas-tu ? Bonjour Charles-Édouard, je vais très bien, et toi-même ? Ça va très bien, on dirait Siri, c'est assez rigolo. Bonjour Charles-Édouard, je vais très bien, et toi ? La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était pour Les Diaboliques, le plus gros succès commercial d'un Clouzot qui mettait en place aussi ce qui allait devenir le marketing visuel, ou le marketing tout court d'ailleurs du cinéma. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui c'est à nouveau un épisode partagé, puisque d'une part nous parlerons du Mystère Picasso, un film documentaire sur la méthode de travail de Pablo Picasso, et puis surtout nous parlerons des Espions, qui est une sorte d'hommage de Clouzot à l'absurdité du monde moderne. Oui, effectivement. Alors, évidemment, comme d'habitude, on va divulgacher, donc mieux vaut avoir vu les films avant d'écouter le podcast. Alors, ça vaut surtout pour Les Espions, qui est une fiction. Le Mystère Picasso, autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à divulgacher. Et puis, voilà, maintenant qu'on a prévenu tout le monde, on peut y aller, donc c'est parti. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée, paradoxalement, en accumulant les noirs. Alors, on va commencer aujourd'hui avec une structure un petit peu différente, puisque donc comme c'est un épisode double, on va pas faire des thèmes comme on avait fait la dernière fois, parce que la dernière fois c'était 2 fictions pour Miquette et puis pour Manon. Là il y a une fiction et puis une sorte de film documentaire comme on l'a dit en introduction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout parler du Mystère Picasso dans la première partie, enfin la partie qu'on attaque maintenant. Et puis ensuite on parlera dans une partie après des Espions, si ça te va. Oui, c'est vraiment 2 films et 2 supports tout à fait différents, donc ça vaut le coup de les séparer et de parler l'un après l'autre. Voilà. Alors là, moi, je suis tenté de te parler d'un petit peu où en était Clouzot, comme on fait d'habitude. Donc là, il sort des Diaboliques, qui est donc, on l'a suffisamment répété, son plus gros succès public. Donc financièrement, il est très à l'aise. D'autant qu'il a produit les Diaboliques, comme on l'avait vu dans l'épisode 6. Donc il a produit, écrit avec son frère et réalisé. Donc il est vraiment aux commandes, c'est vraiment lui qui décide. Et donc évidemment, il est, on va dire, renforcé par cette réussite. Il ressort de ça vraiment tout puissant, clairement. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est pas vraiment une priorité dans sa vie, parce qu'on le verra quand on va attaquer les Espions, il a toujours cette espèce de petite musique au fond de la tête sur l'absurdité du monde actuel, comme tu l'as si bien dit dans l'introduction. Mais il a ce truc-là qui ne se concrétise pas, et en attendant, il a cette rencontre avec Picasso, qu'il connaît depuis pas mal de temps déjà. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui lui trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Donc, il se voit, il se revoit, il se recroise, il se décroise, il se perd de vue. Je pense on l'a déjà dit aussi, il s'est toujours intéressé aux autres formes d'art, et la peinture en fait partie. Exactement. Et particulièrement pendant le Salaire de la peur, ou pendant l'interruption du film, il va peindre pas mal sur des cartons, des trucs comme ça. Littéralement sur des cartons. Je dis pas ça pour... c'est pas une figure de style, c'est vraiment, il prend des morceaux de carton et il peint dessus. Et en fait, il fait comme il fait toujours, Clouzot, il lit énormément, il se renseigne, et ensuite il fait. Signoret disait toujours qu'il c'était l'élève le plus appliqué qu'elle connaissait. C'est le genre de mec qui a appris à nager en lisant un bouquin, c'est véridique, c'est un vrai truc que j'ai lu à propos de lui. Donc là, il fait la même chose, il lit énormément sur la peinture, et puis il a un goût quand même qui est relativement sûr en termes de peinture. Il va commencer à acheter des toiles, toujours dans cette aisance financière qu'il gagne avec les Diaboliques. Et donc, ce truc de la peinture, ça va commencer à le travailler. Et puis cette rencontre avec Picasso qu'il a fait, tu peux peut-être nous en parler si tu veux. C'est ça, alors ils ont commencé à se croiser dans un restaurant de Saint-Germain-des-Prés, le Catalan, il n'y a pas de hasard. Ouais. Et puis en plus aussi aux arènes de Nice, où ils sont allés voir tous les deux des corridas, d'ailleurs thème qu'on retrouvera dans les peintures de Picasso, dans le Mystère Picasso. Exact. Et puis aussi, je crois qu'ils se sont vus dans le sud de la France, dans ces villas où tous les artistes se retrouvaient.
et échanger. Lui vivait donc, comme on l'a dit, à Saint-Paul-de-Vence avec Vera. Et Picasso vivait, lui, dans un endroit qui s'appelle la Californie, que je connais absolument pas. J'ai découvert qu'il y avait un endroit en France qui s'appelait la Californie. Et c'est très près, en fait, c'est relativement près. Oui, Donc c'est ils se croisent dans cette espèce de sérail, là, où ils sont tous, toute cette espèce de, j'allais dire jet set, c'est plus monde artistique. C'est ça. Picasso, il a un peu l'habitude d'être filmé et il a proposé plusieurs fois à Clouzot de faire un film. Alors Clouzot, il n'est pas forcément intéressé pour filmer Picasso en tant que tel. Il voudrait filmer de la peinture, en fait. Oui. Il voudrait faire un film où on voit la peinture, mais pas forcément le peintre. Oui, alors parce qu'en fait, effectivement, Picasso a eu déjà quelques films qui ont été faits à propos de lui, comme tu l'as dit, et il a été filmé à plusieurs reprises. Et là, ce qui intéresse Clouzot, c'est d'aller chercher l'artiste, et plutôt même son art, plutôt que, comme tu le dis, le personnage. Et surtout, il y a quelque chose qui est important, c'est que Picasso veut, à un moment donné, écrire un scénario pour Clouzot, ce qui quand même laisse un peu pantois. Et Clouzot, lui, il est carrément contre. Hein. C'est pas du tout son délire. D'ailleurs, il lui envoie pas dire à Picasso. Mais je trouve que c'est à la fois très révélateur de qui Clouzot est, qui devait quand même penser que chacun son métier. Hein. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est assez admirable aussi parce qu'il aurait très bien pu. Enfin, tu vois, on est quand même à une époque. Picasso, il a 74 ans, tu vois, donc c'est pas. Ça y est, il est établi, quoi. Bon, c'est une ordure finie. Hein, ça a été prouvé plusieurs fois. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur YouTube la vidéo de Manon Bril qui raconte très très bien en fait quel type de personnage était Picasso, donc une ordure. Mais c'est un artiste, en tout cas, très présent. Je ne sais pas si on a le droit d'aimer ou pas aimer, et puis après c'est questionnable en fonction de l'homme. Mais c'est quelqu'un qui en tout cas pourrait être tout à fait impressionnant, tu vois, pour Clouzot. C'est pas du tout le cas. Clouzot se laisse pas du tout démonter et lui signifie qu'en fait lui il peint et puis Clouzot il écrit, il réalise et c'est très bien comme ça. Donc il cède pas du tout. Par contre, ils vont essayer de faire ce qu'ils appellent une rencontre au sommet, hein, ce qu'on pourrait définir comme ça. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est faire un lieu de rencontre entre l'artiste Picasso et l'artiste Clouzot. Donc ça, je trouve que c'est quand même admirable. Je trouve que c'est quand même assez bien joué de la part de Clouzot. Tu vois, il aurait très bien pu aller dans une zone de confort ou réaliser un truc un peu feignant. Pour Picasso et dire j'ai travaillé avec le génie Picasso, et pas du tout en fait. Ça, je trouve que c'est quand même pas mal du tout de ce point de vue là. C'est vrai, il s'est pas démonté encore une fois. Ouais. Et en fait, tout vient d'un nouveau matériel que Picasso reçoit, des crayons feutres qui viennent donc des États-Unis, et je crois qu'il propose à Clouzot de venir voir l'effet que ça rend sur un papier. Il dessine et en fait, ils se rendent compte que le dessin se voit en transparence de l'autre côté sans que ça ait bavé. Oui. Et que c'est tout à fait notable, enfin que c'est tout à fait remarquable. Et c'est ça qui va leur donner l'idée du film. C'est ça. En fait, Clouzot a l'idée de placer Picasso d'un côté du papier. Le papier en fait est filmé par la caméra et Clouzot est derrière la caméra. Donc en fait, on ne voit ni Clouzot ni Picasso, on voit juste littéralement le papier. Et ensuite, c'est la musique qui va faire le reste. Et au début, il s'agit de faire un court-métrage en fait, hein, clairement. C'est ça. Ça devait être un court-métrage de 10 minutes et ils avaient prévu un tournage de 3 semaines. Voilà. Ça va se transformer en un tournage de 3 mois pour un film de 77-78 minutes. Voilà, donc pas un grand film dans le sens pas un long film. En revanche, un film à valeur artistique intéressante, je trouve. Oui, et puis pour un documentaire, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais. Surtout pour ce type de documentaire où on voit vraiment quasiment que de la peinture à l'écran. C'est ça, ce qui est intéressant en fait, et vous l'avez deviné, hein, c'est qu'on voit le processus créatif de Picasso en direct, c'est-à-dire qu'il dessine, on voit les esquisses, on voit là où il veut aller, et après plus le film va avancer, et si vous le regardez, il est trouvable assez facilement dans une médiathèque, en location, enfin franchement c'est pas très difficile de le trouver. Je pense pas qu'il soit en ligne par contre sur des plateformes, ce serait étonnant, mais c'est pas impossible. Ce qui est marrant, c'est que donc on voit l'évolution du truc. Alors au début on a ces fameux feutres dont tu nous parlais, mais après il change de technique. C'est ça. Je cite juste l'intro du film, la voix off, qui nous dit que l'idée de connaître le mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Bon, alors c'est tout un programme. C'est très, très ambitieux de voir ce qui se passe dans la tête d'un artiste. Bon. Spoiler, le mystère Picasso, le mystère n'est pas vraiment révélé. Oui, non, c'est clair. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment le faire. Donc, non, c'est difficile. Après, ça reste une obsession de Clouzot, on l'a déjà dit plusieurs fois, on sait très bien vers quoi il se dirige. Hein. Si vous connaissez la filmo de Clouzot, c'est pas bien compliqué. Voilà. Donc, effectivement, il veut aller voir ce qui se passe dans la tête. Tu vois, et c'est déjà le cas avec ses films, avec ses fictions. Bon, là, c'est une occurrence de plus, mais en termes de documentaire. Donc, voilà.
Mais comme tu le disais, on peut vraiment diviser le film en deux ou voire plusieurs parties. Alors juste ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc d'abord en transparence de l'autre côté de la toile le dessin se faire au fur et à mesure. Ensuite, il y a une petite coupure, enfin il y a même 2 coupures où on voit le studio. Oui. On voit le tournage et ça c'est un peu de l'envers du décor. Moi j'aime ça. Pour moi, clairement la partie la plus intéressante du film. C'est assez drôle. Bon, c'est très mis en scène quand même, Oui. mais c'est assez drôle. Ça rappelle un peu le Brésil, tu sais, le court-métrage. Oui. Le court-métrage. Le bout de film. Le vlog. Le vlog, oui. le fameux vlog du youtubeur Clouseau qu'il avait essayé de faire, où on le voit donner des indications à discuter avec Picasso, donner des indications au chef opérateur, etc. quoi. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Chef opérateur qui d'ailleurs, j'en profite puisque tu en parles, sera Claude Renoir, donc ça n'est pas Armand Tirard qui travaillera avec lui là-dessus. Il y a un changement. Claude Renoir qui est le neveu du réalisateur Renoir, celui qui a fait La règle du jeu, qui est donc le petit-fils du peintre. Ça fait pas mal aussi au générique, je pense. Oui, Et donc là, ils discutent de comment ils pourraient faire pour aller plus loin. Et en fait, Picasso dit qu'il voudrait montrer tous les tableaux qui sont sous un tableau. Donc il veut dire en fait toutes les étapes successives d'un tableau. C'est ça en fait qu'ils entendent par la transparence. Oui. Montrer comment ça se fait au fur et à mesure. Et donc, il change de technique. Déjà, il passe à la couleur. Il change de technique puisqu'il passe à la peinture à l'huile. Et l'équipe technique change aussi puisqu'ils vont faire de la stop motion, en fait. C'est ça. Ils vont filmer image par image pour qu'on voit vraiment la succession du dessin, enfin des dessins que réalise Picasso. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, en fait, là où ça devient pour moi intéressant, c'est notamment sur cette fameuse peinture de la plage de la Garoupe, oui. qui est d'ailleurs, je crois, la dernière du film. Oui. Et là, vraiment, on assiste à la naissance de quelque chose. Ça fait tout de même du progrès. En tout cas, c'est un tableau. Maintenant que je vois à peu près où je suis, je vais prendre une toile neuve et je recommence tout. Et pour le coup, il y a une vraie souffrance parce que la peinture ne fonctionne pas. En tout cas, il n'arrive pas à trouver ce qu'il veut faire. Il hésite. Et puis, en fait, même on entend sa voix. Donc ça, c'est très chouette parce qu'il explique, ça va mal, ça va très très mal. Ça ne se passe pas comme je veux. En fait, là, je regarde et puis il explique son... Alors là, pour le coup, on perce un peu plus le mystère qui, jusqu'à présent, était surtout... On assistait, en fait, à une sorte de making-of, quoi. Là, on est vraiment dans la tête de Picasso et on voit ses hésitations, ces trucs, et c'est ça qui est intéressant, effectivement. Et il le précise bien en discutant tous les deux, et c'est important de le dire, c'est que, par exemple, pour la chèvre, il y a dans cette étape de ce que j'appelle le dessin évolutif, la deuxième partie, où on le voit au fur et à mesure, oui. On la voit 3 minutes et demie, oui. alors que ça demandait 5 heures de travail. C'est ça, oui. Et pour la plage, je crois que ça demandait 10 jours de travail. Donc, oui. il faut, ça replace un peu les choses dans leur contexte, de comprendre pourquoi ça le fatigue, il y a de la lassitude, il y a du... Oui, il a fini le tournage Picasso complètement exténué. En plus, c'est quand même un mec de 74 ans. Donc voilà. Visiblement, il a mis 3 mois à venir faire sa signature, qui est la dernière image où on le voit, où il signe. Voilà. Il est venu 3 mois plus tard pour signer, tellement il était mort, quoi. Donc... Bon, après, il y a aussi les relations qu'ils avaient avec Clouseau qui étaient assez houleuses, d'après ce que j'ai compris. Il se fâchait, il se rabibochait, il se fâchait, il se rabibochait. Au final, il y a même une fois où ils se sont croisés aux arènes et Picasso est tombé dans les bras de Clouseau et Clouseau lui a dit « Mais je croyais qu'on était fâchés. » Donc voilà. Et Picasso lui a dit « Je suis trop vieux pour changer d'amis. » Ouais. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est quand même ce qui est intéressant à mon sens, et je ne sais pas si tu partageras ce point de vue, c'est qu'on assiste certes à un processus créatif, un petit peu moins que ce qui est annoncé. Hein. Oui. Y a cette scène au milieu qui pour moi est vraiment très chouette où Clouseau chronomètre en fait Picasso en disant il reste tant de métrage, donc tu as tant de temps pour faire ça. On voit un Picasso très sûr de lui, très en maîtrise de son art déjà. Hein, donc voilà. Je sais pas à quel point c'est mis en scène ça, mais bon. Forcément. On a envie d'y croire. Mais en tout cas le rendu est très très chouette. Ouais. Il y a une vraie connivence et puis en même temps il y a cet autoritarisme de l'un par rapport à l'autre qui est très surprenant parce que Clouseau avait quand même presque 30 ans de moins que lui. Hein, donc voilà, c'est surprenant de les voir comme ça. Et puis après, il y a effectivement ce dernier dessin. Bon, la chèvre est très chouette, mais la plage de la Garoupe, pour moi, qui m'a quand même soufflé. Ouais. Et puis oui, comme tu dis, quand il dit, en fait, tu as mis 5 heures à le faire, et que Picasso lui répond, mais voilà, maintenant tout le monde le sait, donc pas besoin d'en faire une histoire. Voilà, c'est pas un truc, c'est pas comme un truc bâclé, enfin le classique, voilà, un enfant pourrait le faire, etc. Bon. Ouais, c'est ça. On sort un peu de ce débat-là, quoi. Ouais. Alors moi, c'est vrai que j'étais un peu déçu du côté, enfin je pensais qu'on allait plus entendre d'un échange entre Picasso et Clouseau, ou qu'on allait plus entendre la voix de Picasso, voilà, que ce serait plus un côté documentaire classique
classique, enfin comme on est habitué, Ouais. avec plus d'informations. Et non, bon, bah, c'est un parti pris. Là, on voit vraiment, c'est vraiment plastique, esthétique. Et c'est pourquoi pas, hein, mais c'est juste ça que je m'attendais pas à ça, en fait. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qu'il va y avoir autour du film, parce que c'est quand même quelque chose qui soulève pas mal de sourcils dans le milieu artistique. On se demande quand même qu'est-ce que fait Clouzot, pourquoi il fait ça. En plus, Picasso est assez mal vu. D'ailleurs, Clouzot recevra pendant très longtemps des lettres d'insultes pour avoir travaillé avec lui. Ouais. Là, ce qui est surprenant et intéressant, c'est toute la vie qu'il va y avoir autour du tournage, notamment parce qu'ils sont dans les studios de la Victorine à Nice, et qu'au début, ils s'autofinancent. Finalement, quand ça va se transformer en long métrage, ils vont faire appel à Georges Louraud, qui avait donc produit, si on s'en souvient, l'autre moitié des Diaboliques, la partie minoritaire, et qui va effectivement avancer les sous pour faire le long métrage. Sous qui va pas vraiment retoucher parce que ça fait sans surprise pas vraiment un succès en salle, parce qu'ils s'étaient mis d'accord en fait avec Georges Louraud, Picasso et Clouzot. Alors Picasso et Clouzot vont pas toucher de salaire, Georges Louraud va avancer les frais, et une fois que les frais de prod seront remboursés par les entrées, les gains se distribueront 40% pour Picasso et 30% chacun pour Clouzot et Louraud. C'était l'idée de base. Finalement, le film va quand même faire un beau succès critique puisqu'il va gagner le prix spécial du jury à Cannes en 56, mais c'est à peu près tout, quoi. C'est au niveau entrée, comme tu dis, là il va pas y avoir grand chose. Oui. En revanche, au niveau artistique, très intéressant. Donc sur le plateau, on va avoir la visite d'un Buñuel qui est en train de tourner. Georges Lacombe va venir visiter, voir. Il y a les rushs auxquels ils assistent. Il y a Christian Jacques qui tourne aussi Tous les gars du monde. Donc le film écrit par Clouzot à côté. Donc au visionnage des rushs, on va avoir des visites d'artistes et on peut trouver aussi un Cocteau ou un Prévert. Donc ça, c'est quand même une sacrée émulation artistique qui va se faire autour. Après, autre chose intéressante, la musique de Georges Auric qui va jouer un rôle central, puisque évidemment il ne se passe rien à part le dessin. Ouais. Alors la musique aussi, je sais pas si j'aime bien ou pas. Je trouve qu'il y a ces fois il y a des côtés un peu grandiloquents, épiques et ça se. C'est la roulette russe pour moi. Il y a des morceaux qui sont fantastiques et puis il y a des morceaux qui sont. Ça s'y prête pas du tout. À la fin, il y a du chant aussi dans les derniers dessins. Bon, ça me paraît pas adapté. Ouais. Mais bon, c'est un parti pris. Et puis c'est une époque aussi. Hein. Je pense que on pouvait pas faire différemment à cette époque-là. Oui, non, ça aurait été compliqué de faire un truc expérimental. Ouais. Mais je trouve ça plus intéressant sur le dernier dessin de la plage où on entend la voix de Picasso derrière, quoi, évidemment. Oui, je suis d'accord avec toi. Dès qu'on l'inclut en fait un peu plus, parce qu'au début, Clouzot il avait l'idée de faire une sorte de film policier, mais tu parles Picasso, lui, il faisait ses dessins et comme il disait, ça les surprenait toujours, il savait jamais vraiment. C'est ça, il reste quand même maître de ses dessins, puis vu à la fois son talent et vu à la fois le type de peinture, il peut partir complètement dans un sens à un moment donné, quoi. Enfin, il peut changer de direction et comme on le voit d'ailleurs, il commence par faire des fleurs, puis ça devient un poisson, puis ça devient un coq. Ouais, c'est ça, exactement. Donc évidemment, là, tu peux pas raconter d'histoire avec ça. Non, c'est compliqué. Mais quand même, moi sur la première partie, parce que moi je suis assez sensible au dessin, au graphisme, moi j'ai trouvé plaisant de voir un dessin qui se fait au fur et à mesure, juste des traits, une succession de traits, puis ça prend une signification et tu vois ce que ça devient, quoi. Plus ça devient, je dirais, abstrait, plus c'est intéressant pour moi. Mais c'est peut-être ma sensibilité personnelle. Alors ça dépend. Et puis de toute façon, on voit quand même pas mal de tableaux. Et il y en a qui sont plus prenants ou qui sont plus impressionnants ou qui plaisent plus que d'autres. Et ça, c'est heureusement, quoi. Je crois que pour moi, la déception majeure, ça a été de ne pas voir de plus de, entre guillemets, grands tableaux. Voilà. Ça, c'était quelque chose qui a été un peu... Ah oui, bon, c'était un peu anecdotique. Et en fait, j'y pensais, littéralement, c'est du dessin animé, quoi. Oui, c'est du dessin animé, vraiment littéralement. Ouais, dessin animé avec la musique, etc. Quoi. Et puis il y a un petit effet de montage aussi, quand même, de mise en scène qui est sympa quand les dessins s'effacent. Oui. Il y a quelques dessins dont les traits, donc on voit la succession de traits qui arrive à un dessin final, on fixe dessus, et après les traits s'enlèvent au fur et à mesure pour redevenir à deux ou trois traits de départ. Ça, je trouve ça c'est l'apport du cinéma et de la mise et du montage, en fait. Ouais. Enfin, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, quoi. Non, mais alors, ce qui est intéressant, alors, je trouve que c'est les questions que ça peut poser, mais auxquelles le film ne répond pas forcément d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Est-ce que, déjà, c'est l'approche, la première fois que vraiment Clouzot met en scène une autre forme d'art, puisqu'on la peinture, et on verra plus tard qu'il a aussi filmé de la musique, mais bon, on en parlera plus tard. Oui. La question de savoir le processus créatif, elle est intéressante, mais il n'y répond pas vraiment. Et moi, je trouve que ce que ça pose aussi comme question, c'est comment savoir quand s'arrêter et quand c'est fini. Oui. Tu vois, une œuvre d'art en général. Oui, je suis d'accord. Là, par exemple, il y a des peintures. Je pense en particulier la scène de Corrida, le taureau et le torero. Moi, je l'ai trouvé très bien, puis il a rajouté des choses, puis il a rajouté de la couleur, puis il a rajouté des traits, et ça devient complètement, à mon sens, à mon goût, gâché. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il aurait dû arrêter avant, quoi. Mais ça, c'est une question éternelle de l'artiste, de savoir quand est-ce que tu t'arrêtes, quoi.
Oui, et puis c'est aussi une question éternelle de l'artiste Picasso, qui dans sa carrière a été en simplifiant, puisqu'il disait lui-même qu'il a mis toute une vie pour redessiner C'est ça. comme quand il était gamin. C'est quoi, ça. en fait. Et comme quand il transforme ses dessins, il fait des trucs très très remplis, très très chiadés, plein de traits, puis hop, il finit par 2 gros traits de gouache qui recouvrent tout. Et ça devient autre chose. Bon, bah, Ouais. mais lui, il sait qu'il est passé, il a dû avoir besoin de passer par là pour arriver là. Quoi. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans le film, on en a parlé, on va peut-être en développer un petit peu, c'est les défis techniques. Oui, bien sûr. Oui. Le côté de la transparence, le basculement en stop motion et en format scope, le choix des couleurs. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit de la couleur chez Clouzot. Oui, exactement, c'est vrai. Et alors que le studio lui-même est en noir et blanc. Oui. Moi, je trouve ça rigolo de les voir eux en noir et blanc et qu'après il dit je prépare mes couleurs, je prépare mes encres et tu vois de la couleur à l'écran mais quand on revient sur eux, ils sont toujours en noir et blanc. Et dans un noir et blanc d'ailleurs qui est sublime. Hein. Très très beau. Ah oui, Vraiment magnifique. Fantastique. Ouais. Moi je l'ai vu en version restaurée, je pense que toi aussi. C'est magnifique, hein, c'est vraiment très très beau. Et puis en parlant de défis, il y avait donc ce fameux défi pour Renoir, le pauvre, qui se prenait la tête pour savoir comment il allait montrer certaines couleurs Oui. à l'écran. Il a dû se batailler un peu avec Picasso qui voulait montrer notamment un jaune citron et ça ne sortait absolument pas. Il a fallu mettre du rouge pour le faire ressortir. Enfin, du coup, c'est intéressant parce qu'il y a dû avoir des accords entre guillemets qui ont dû se passer, tu vois, entre l'artiste et ce que lui voulait montrer et puis les limites techniques. Et ils ont même dû, tu as dû lire ça aussi, développer une colleuse spéciale qui s'appelle la colleuse Picasso pour arriver à faire cet effet de stop motion. Oui, parce qu'il faut préciser à nos auditeurs qu'à cette époque-là, donc on collait au montage à la littéralement, main, c'est-à-dire qu'on prenait la pellicule et on la coupait à la main, puis ensuite avec une machine spéciale qui s'appelle donc une colleuse. Et quand on collait, il y avait toujours le risque que la colle se voit à l'écran. Alors si vous avez un mètre de métrage et puis que vous collez ensuite avec un autre mètre, bon, ça peut passer. Mais si vous faites, alors encore un mètre, je pense que c'est pas beaucoup, mais voilà, on va dire 10 mètres et puis ensuite vous faites passer, puis ensuite 10 mètres, vous avez votre collure, elle va passer très rapidement. Mais si vous avez parfois des images qui vont durer 2 secondes, donc ça veut dire 24 x 2, donc 48 images, et puis ensuite une collure, et puis ensuite 48 images, puis une collure, puis 48 images. Ce qui est le cas du stop motion, hein, parce que les stop motion, ça va durer 2-3 secondes à l'écran. Là, vos collures, elles peuvent apparaître sur l'écran, ça risque d'être très très compliqué. Vous allez avoir énormément de colle et énormément de trucs qui vont apparaître. Ça risque d'endommager la pellicule, ça risque de se voir à la projection, ça risque d'être flou, puisque la pellicule va bouger, elle va passer au travers du lecteur, et elle va être abîmée, donc, et donc elle va sursauter à cause de la colle. Donc il fallait trouver quelque chose qui allait coller de façon spéciale, et ça a été développé avec ce film-là. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment un film expérimental, oui, à la fois sur le sujet et à la fois techniquement, et il y a des choses qu'on retrouvera dans un autre film expérimental de Clouzot, oui, qu'on se garde pour la bonne bouche. Il s'agira de L'Enfer. C'est ça, exactement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. Je sais pas si toi ça te... Moi aussi, je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Eh ben écoute, je te propose un petit extrait du coup du film, l'un des extraits qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. C'est l'extrait où Picasso décide de changer de méthode et de passer à la peinture à l'huile, et on se retrouve tout de suite après. Il faudrait aller au fond de l'histoire. Il faudrait risquer tout, voir les tableaux les uns sur les autres comme ils se font. C'est-à-dire que tu veux montrer tous les tableaux qui sont sous un tableau. Qui sont sous un tableau. Ça, tu peux pas faire ça en transparence. Non, mais on pourrait faire de la peinture à l'huile comme j'ai fait dans l'atelier tous les jours. Oui, c'est-à-dire que tu vas commencer alors par la transparence et puis on va essayer de se débrouiller comme Oui, toi, mais oui. ça va être très dangereux, ça. Ça va être très dangereux, c'est ça que je cherche. Bon, alors dans ce cas-là, il faut pas te priver, allez, vas-y. Là, maintenant, on va passer aux Espions, qui est donc la fiction que Henri-Georges Clouzot va sortir en 1957. Donc, un petit peu la genèse, on revient un petit peu au moment de la vie où il en était, même s'il n'y a pas énormément de choses qui se passent, hein, c'est quelque chose qui se passe même, je dirais, un peu avant le Diabolique, puisque au fil des années 50, il y a certaines affaires qui vont éclater et qui vont replonger Clouzot dans son désir de réaliser un film absurde, anti-logique. Et en fait, Clouzot, il voulait produire à la base le procès de Kafka. Oui. Et malheureusement, il n'a pas obtenu les droits. Les droits, ils iront à Orson Welles. Il n'y a aucun producteur qui a voulu le suivre là-dessus. On les comprend. Parce que c'est quand même un gros morceau. Donc voilà, pour en citer une, il y a notamment l'affaire Otto John, qui est un espion qui change de bord comme de chemise. Donc au début, il est à l'ouest, et puis il travaille pour l'ouest, puis finalement il va partir à l'est, jusqu'à Moscou, il va dire énormément de mal de son ancien employeur de l'ouest, puis finalement il va repasser le mur et revenir à l'ouest, où il se fera emprisonner. Ce qui est assez bizarre, emprisonné. Il va y avoir toute une sorte de choses qui vont se mettre en place, des culpabilités qui vont... Oui, il y a toutes sortes de tractations et d'accords un peu plus... Exactement, il y a aussi d'autres affaires où manifestement il y a
des coupables qui sont pas emprisonnés, mais des complices qui, eux, sont emprisonnés. Donc, toujours très surprenant, ça. Et puis, bon, voilà, toutes ces affaires vont faire que Clouseau va se tourner de plus en plus vers cette espèce d'absurde qu'il appelait de ses souhaits. Oui. Le monde se bureaucratise, en fait. Ça y est, il se complexifie avec le mur, avec la guerre froide, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, voilà, il veut faire ça, mais ça marche pas. Il veut faire le procès, mais ça marche pas. Et en fait, il va découvrir un résumé de Vertige de minuit de Egon Ostowski. Et finalement, il va l'adapter avec Jérôme Géromini, dont on sait que c'est son frère. Comment? Et ils vont faire ensemble l'adaptation entre janvier et septembre 56. C'est ça. Voilà. Donc encore une fois, il se base sur un livre, et même s'il le remanie complètement, mais j'ai l'impression il part toujours de quelque chose, en fait. Oui, il part toujours effectivement d'un écrit. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais de scénario original, vraiment. C'est ça. Encore une fois, en termes de forme, Clouseau veut de la couleur. Ouais. Alors là, ce qu'il veut, pour son histoire... La couleur retravaillée, en fait. Comme d'habitude. Lui, ce qu'il voudrait, c'est faire en sorte que ces personnages se déplacent dans un décor qui soit un petit peu comme un aquarium, j'imagine, pour mettre en avant le cercle fermé de ces espions, et qui sont vraiment entre eux et qui bougent pas. Le côté un peu trouble aussi, je pense. Exactement. Donc, il voudrait des couleurs qui vont tirer vers le bleu, vers le vert. Il y arrive, hein, c'est possible à faire, mais extrêmement coûteux. Donc, on lui dit que non. Du coup, il repart sur un noir et blanc. Un noir et blanc qui ne sera pas assuré par notre ami Armand Tirard, mais par quelqu'un qui s'appelle Christian Matras. Alors, Christian Matras, alors moi je prononce Matras parce que je suis du sud-ouest, ça se trouve c'est Matra. Hein. C'est quand même quelqu'un d'assez important. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu sa filmo, sa carrière. C'est assez chouette. Il a travaillé avec Max Ophuls, avec Henri Decoing, Jean Delannoy, Philippe de Broca notamment. Et là, il sort d'une collaboration de 10 ans avec Christian Jacques, tiens, encore lui, tu vois, qu'on retrouve. Donc voilà, et le film va être storyboardé avec son chef décorateur, qui est René Renou, qu'on avait déjà vu sur Les Diaboliques, qui avait fait un travail fantastique, notamment au niveau de la surcharge dont on avait parlé donc dans l'épisode 6. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, c'est très chouette. Donc voilà, au niveau de la forme, au niveau de ce qui va être un petit peu l'accompagnement au niveau de la production, au niveau des personnalités. Alors c'est Civelle aussi qui est au son, ça c'est anecdotique, mais c'est rigolo de penser que c'est toujours le même gars qui est toujours là depuis toutes ces années, qui va l'accompagner aussi là-dessus. Et puis voilà, je sais pas, tu as d'autres choses à rajouter là-dessus? Peut-être nous parler du cast? Oui, alors le cast, on est sur un casting assez international, ce qui est inhabituel pour Clouseau, puisque évidemment il y a des espions, donc il y a des espions américains, il y a des espions russes ou supposés russes, on ne sait pas trop de quel pays. Alors moi je dirais pas inhabituel quand même, si tu me permets, puisque dans le Seigneur de la Peur il y avait déjà pas mal de gens qui parlaient anglais, allemand, puis après il y avait le retour de Jean aussi, tu avais ce gestapiste, non, là où c'est surprenant, c'est qu'effectivement on est sur un casting international, sur une localisation qui pour le coup est extrêmement française, c'est surtout ça. C'est ça, en fait on est en banlieue dans une banlieue parisienne, et on retrouve des gens de tous les pays qui gravitent autour de la clinique vétuste du docteur Malik. Donc on a mon préféré, moi c'est Peter Ustinov. Oh là là, mais oui. Qui est vraiment génial en espion, alors lituanien, russe, Kaminsky là, qui est vraiment super. C'est vraiment l'image que je me fais de l'espion doucereux et faussement bonhomme. Vous êtes fier de vous? Cette fois, ça n'est pas de ma faute. Enfin, vous l'avez vu vous-même. Il n'y avait vraiment personne dans la bagnole. Ce n'est pas la question. On vous a envoyé repérer un gars à l'arrivée. L'avez-vous repéré, oui ou non? Repérer qui? Le chauffeur de taxi a peut-être menti. Son client n'a peut-être jamais existé. Vous pouvez le prouver? Non, bien sûr. Oh, tant pis pour vous. Mais je suis innocent. Mais vous étiez là, ça suffit. Et vous y étiez, vous aussi. Justement, camarade. Faut un responsable. Et là, il a une manière de taper la poitrine du docteur Malik, tu sais, avec son poing pour lui dire alors, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, puis il a vraiment une gestuelle de gros, il ressemble à un gros ours. Hein, ouais, c'est ça. Mais tu sens que hop, il se déplace comme ça. Il est génial. Il est génial. Il est très très drôle, il est caustique, il est gênant, il est malaisant, C'est ça. Très, j'ai trouvé vraiment super. C'est vraiment pour moi une des bonnes nouvelles. Alors je vais tout de suite, je vais tout de suite le dire. Moi, c'est vraiment pas mon préféré de Clouseau, hein, clairement. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est Miquette, parce que ça, c'est vraiment le pire du pire pour moi. Mais c'est quand même pas terrible. En l'occurrence, Ustinov est vraiment une des meilleures nouvelles du film. C'est ça. Moi, je dirais Ustinov et les décors. Oui, et quand même aussi, mais ça c'est peut-être ma sensibilité une fois de plus. Je sais pas, t'allais peut-être en parler, du coup je te souffle, je suis désolé. Tu te coupes l'herbe sous le pied. Voilà, je te coupe l'herbe sous le pied exactement. Kurt Jürgens qui est très très bien aussi. Oui,
C'est le deuxième meilleur, on va dire, mais on le voit peu finalement. Oui, il a un rôle très réduit. Et puis son rôle est réduit, et même le personnage, il est assez discret et secret, donc on le voit pas beaucoup. Kurt Jürgens qui fait donc l'espion, mais du coup on raconte pas du tout l'histoire. Là. Ouais, c'est pas très grave, on va la raconter après. L'espion qui est caché, et puis qui est recherché par pas mal de monde. Donc Sam Jaff qui joue Cooper, donc l'espion américain, est protégé plus ou moins par Paul Carpenter. Ouais. Qui est agréable aussi. Moi, j'ai apprécié ce personnage de chef espion fatigué et usé. Oui. Et puis Martita Hunt, très bien. Connie, Connie, l'infirmière qui vient remplacer l'infirmière officielle. Ouais. T'as pas envie de l'emmerder, hein. T'as pas envie de l'emmerder. Non, mais elle est très plaisante en même temps. Oui. On sent qu'elle est très désabusée. Ouais. Et puis, dans les personnages moins convaincants, on va dire, on retrouve Vera Clouseau. Et là, pour le coup, alors je l'avais défendu sur les Diaboliques, là... oui. Moi, je pense que là, quand même, Clouseau ne lui rend pas un grand service. Il dit que c'est une grande actrice. Oui, il a dit après, effectivement. Bon. Attends, je retrouve la citation pour nos auditeurs quand même, parce que... Ah oui, oui. C'est vraiment... Vera est une actrice merveilleuse. Voilà, c'est ça. Même ceux qui n'auront pas aimé Les Espions seront obligés de reconnaître qu'elle a créé une figure bouleversante. Il fallait l'obliger à aller au bout d'elle-même. Alors que vraiment, ça n'est pas bouleversante du tout. Et ces scènes sont complètement inutile. C'est-à-dire mais c'est ça. Et puis elle fait vraiment la muette. C'est un peu ridicule, quoi. Oui. Et puis toutes ces scènes, si tu les coupes en fait du film, le film n'en souffre pas du tout. Non. C'est-à-dire que ça n'amène rien du tout. On a vraiment l'impression qu'il l'a mise là pour la placer, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Mais je pense qu'il était. Alors pour le coup, on l'avait déjà dit dans les Diaboliques, mais je pense qu'il était extrêmement amoureux d'elle, vraiment très très amoureux. Après, il l'a traité comme de la merde sur le tournage, hein. Ça c'est Peter Ustinov qui le raconte. Et d'ailleurs aussi celui qui joue Victor, dont j'ai oublié le nom, qui est un acteur français. Hariri. Voilà, c'est ça, ouais. Clément Hariri. Qui disait que vraiment il l'a traité très 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 mal. Et Setti aussi le disait. On va y venir à Setti, mais c'est qui pour moi un gros problème. Mais vraiment c'est inutile, quoi. C'est inutile. Ça n'amène rien. Non seulement sa prestation n'est pas si bonne que ça, mais en plus de ça, elle n'apporte rien au niveau de l'histoire. Donc c'est gênant, je crois que c'est le mot, hein. C'est vraiment gênant. C'est ça. Donc non. Alors que dans les Diaboliques, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait dans les Diaboliques, elle avait été vraiment bien dirigée et qu'elle avait été vraiment, que le rôle était tenu et qu'il avait son importance. Elle était bien dans ce rôle de femme frêle qui n'a pas la force d'aller au bout de ses convictions. Là, elle est nulle. Enfin, tu vois, vraiment ça. Ouais. Voilà. Bref, on continue sur le casting. Ouais. Et puis on finit donc par le rôle principal. Oui. Gérard Setti. Voilà. Qui joue le docteur Malik, donc le directeur de la clinique dans laquelle sera caché l'espion Alex. Oui. C'est pas un acteur professionnel. Et ça se voit. Mais je pense que c'était voulu. Ouais. Oui, clairement, il cherche quelqu'un qui va pouvoir, une fois de plus, martyriser. Et puis, il est allé le chercher, je vous le donne en mille, dans le milieu du... musical. Voilà. C'est un chansonnier transformiste. C'est vraiment Oui, c'est ça, quoi. Il est transformiste et chansonnier. Tu dis, non... J'ai du mal à voir ce type-là animer une scène, mais enfin... Oui, bref. c'est ça, ouais. Non, mais je pense qu'il cherchait aussi quelqu'un de... Alors, c'est de fade un peu, de terne. Pour qui se retrouve plongé au milieu de cette histoire d'espion et de manipulation et de mensonge et qui est complètement perdu, quoi. Alors pour moi, il y a deux gros défauts au film, mais on va y venir quand on parlera du film. L'un de ces gros défauts, c'est Gérard Setti. Voilà. Moi, je trouve que vraiment, ça ne fonctionne pas du tout, ça ne prend à aucun moment. Et l'autre gros défaut, on en parlera, mais c'est lié à Gérard Setti aussi. Là, pour le coup, c'est pas sa faute, mais on en parlera tout à l'heure. Juste sur le cast, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Bernard Blier aurait voulu jouer le rôle du Dr Malik, donc le rôle de Setti, puisqu'il discutait ensemble avec Clouseau lors d'une partie de cartes ou d'échecs, je me souviens plus lesquels des deux. Et à chaque fois que Clouseau proposait quelqu'un, différents acteurs, Blier disait non, pas lui, il est pas à la hauteur, non, pas lui, il va te demander trop d'argent, non, pas lui, parce qu'il est pris de toute façon. Et en fait, Blier voulait jouer ce rôle. Franchement, quand on voit le film, on se dit qu'avec Bernard Blier dans le rôle principal, ça aurait quand même été autre chose, quoi. Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il avait trop de caractère et trop de personnalité en tant qu'acteur, en tant que personnage, pour faire ce que Clouseau souhaitait. Alors, je sais pas. Peut-être qu'aussi les gens, le voyant arriver à l'écran, n'y auraient pas cru, dans le sens où ils se seraient dit ah oui, c'est
Voilà, là, c'est vrai que l'avantage que ce soit un inconnu, c'est que sa fadeur prend tout de suite, parce qu'on se dit, en fait, on ne remet pas en cause, il n'est pas acteur, donc on se dit pas, ah oui, c'est Gérard Setti, ou c'est Yves Montand, ou que sais-je, tu vois. D'ailleurs, Yves Montand qui avait écrit à Gérard Setti en l'encourageant, en lui disant, vas-y, fonce, tu vas voir, c'est génial, évidemment, puisque lui, après le salaire de la peur, est devenu une star. Bon, Setti, ce sera pas le cas. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce qui est entouré? On va peut-être parler un petit peu du tournage. Oui. Bah écoute, ça se passe mal, hein. On est... Bon, oui, c'est pas une nouveauté, oui. Je crois que là, au niveau du 7e épisode, ça surprend absolument plus personne. Oui, ça se passe passe très, mal. très Il y a de la tension, il y a beaucoup de prises. Voilà. Il fait faire 48 prises à sa femme pour éventrer un oreiller. Mais c'est ça. Quand tu imagines que cette scène de folie, là, 48 prises. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut nettoyer. Oui. Il faut ramasser toutes les plumes des oreillers qu'elle évente. C'est ça. Et puis pour une scène, on le répète, qui n'a strictement aucun intérêt. C'est-à-dire que ça n'amène rien au niveau de l'histoire. Ouais. On n'a rien appris. On se dit pas, pendant la première fois que je l'ai vu il y a quelques mois déjà, je me suis dit, tiens, en fait, ce personnage-là va contrebalancer la folie. Je commençais à me faire des espèces de trucs dans ma tête. Tu sais, je me disais, ah oui, d'accord, je vois. En fait, où il veut en venir, il veut dire que les vrais fous sont moins fous que les faux fous, que c'est le monde qui est fou. Voilà. En fait, pas du tout, quoi. À aucun moment, il y a ce truc-là. Le film se termine et tu te dis, bon, Mais alors, à sa décharge, visiblement, les producteurs ont imposé une fin pour que ça retombe un peu que le film retombe sur ses pieds dans une certaine logique et que c'est pas du tout la fin que Clouzot aurait voulu. Oui, alors, je vais te dire ce que j'en pense de ça. Ma théorie, c'est que c'est complètement faux. Je pense que Clouzot a vu que le film ne marchait pas et que quand il a vu que ça marchait pas, il a dit, oh, mais c'est la faute du distributeur. C'est beaucoup plus pratique que de dire, bah oui, je me suis bien planté. Lui, il soutenait qu'il aimait les 2 tiers du film et que le dernier tiers avait été imposé par le distributeur. Alors, pardon, mais je pense que quand tu es producteur, scénariste et réalisateur sur un film et que tu as le pouvoir qu'avec Clouzot, surtout après Les Diaboliques, parce que si ce film venait après 2 bides, tu vois, je dirais bah oui, mais là il est tenu, c'est compliqué, il est obligé de répondre aux exigences. Là, il est obligé de répondre aux exigences d'absolument personne. Franchement, il y a je sais pas combien de producteurs qui sont prêts à lui faire un chèque en blanc. Donc moi, ça, c'est peut-être vrai, j'en sais rien, mais je n'y crois absolument pas. Crois pas. Non, mais on a lu ça tous les deux, donc mais c'est vrai que la fin. Non, mais il y a rien qui va, Pas vraiment. Ça retombe à plat, quoi. Ça retombe comme un vieux soufflé. Et puis je pense que je vois pas trop de différence en effet entre les 2 premiers tiers et le dernier tiers. Oui, voilà. Quoi. Non, mais en plus, à la limite, le dernier tiers est peut-être plus engagé. Enfin, on va en parler quand on parlera du film. Oui, il se passe plus de choses. Il y a un truc, quoi. Tu vois, pour le coup, tu dis, ah bah quand même, oui. Sur le tournage, Ustinov et Clouzot ne s'entendent pas. C'est pas très surprenant quand on voit on imagine tout à fait Ustinov être un bon vivant et Clouzot absolument pas. Et alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que Ustinov apporte un éclairage jusque-là, pour ma part, inédit, tu vois, sur Clouzot. Puisqu'on nous dit tout le temps que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, tout ça. Donc, je vais vous lire la citation, parce que je trouve qu'elle éclaire beaucoup sur qui était Clouzot. Il avait la réputation d'être d'une intelligence extraordinaire et d'une cruauté raffinée. Je ne trouvais ni l'une ni l'autre de ces affirmations entièrement justifiées. Il faisait certes preuve du désir d'être cruel, mais franchement il n'en avait pas les capacités mentales, et il manifestait son intelligence en changeant très souvent d'avis. Voilà, bon, c'est c'est vraiment... Voilà, allez, bonsoir. Tout est dit. C'est clair, quoi. Je trouve que c'est vraiment... bon, c'est sans appel. Après, c'est intéressant parce que jusque-là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu à propos de Clouzot. Tout le monde le traite avec énormément de déférence, donc c'est marrant. Et puis... Ustinov était un gros blagueur sur le tournage, notamment il appelait Vera le soutien Georges, ce qui moi me fait mourir de rire personnellement. Je trouve ça excellent. Donc ça faisait pas du tout rire Clouzot, mais vraiment absolument pas. Puis voilà, Ustinov c'est un mec quand même qui a une carrière solide. C'est notamment quelqu'un qui va absolument dégoûter et vraiment traumatiser, on va dire, Philippe Noiret 20 ans plus tard sur le tournage de Un taxi mauve de Yves Boisset. Ça je l'ai lu dans l'excellente biographie d'Yves Boisset par lui-même, donc l'autobiographie. Et en fait, Noiret ne supportait pas l'aura et le succès que Ustinov avait sur le tournage en Irlande, puisque Ustinov c'est un grand acteur international. Donc il était très attendu autour du tournage, quoi, quand il sortait des localisations, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup de mouvements autour de ce tournage-là. Et ce que les gens voulaient voir, c'était Ustinov, quoi. Et ça, Noiret ne l'a pas supporté. Donc finalement, Ustinov qui casse un peu les idées reçues sur Clouzot. Et puis après, sur Noiret, que moi je trouvais être très sympathique. Moi, je l'ai rencontré, Noiret m'avait semblé être un homme très gentil. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, pas tellement. Et c'est Ustinov qui est à la base de tout ça. Donc voilà. Et puis, pour terminer sur le casting, en tout cas pour ma part, peut-être que tu auras des choses à rajouter. La présence, pour moi, très réjouissante. De l'arquer et de saigner, bien sûr.
Alors l'arqué et saigné, c'est toujours une joie, particulièrement l'arqué, que je ne vais pas réimiter ici parce que tout le monde a bien entendu dans l'émission des Diaboliques que j'en fais une imitation exceptionnelle, donc pas besoin de répéter cet exploit. Ah oui. Mais non, c'est la présence de Patrick Devers en fait. Bien sûr, j'avais compris. Qui C'est s'appelle ça. Moinet, comme son frère, puisque c'était Comme son Yves-Marie frère Boisset, je crois qu'il s'appelait. Yves-Marie, oui, c'est ça. Mais en gros, c'était Yves-Marie qui jouait, donc son grand frère qui jouait dans les Diaboliques. Et là, c'est Patrick Devers. Ce qui est surprenant, c'est qu'on le reconnaît tout de suite. Je sais pas si c'est ton cas. C'est vrai. Ah oui, bah les yeux. Ouais, ses yeux ne Les mentent yeux, pas. surtout le visage. Et puis voilà, il a 2 petites scènes, mais en effet, on le reconnaît tout de suite. Et c'est c'est son début, quoi. Pas son vrai début, mais bon. Oui, mais ça fait plaisir. Je sais pas, il est chouette, quoi. Il est déjà, on sent ce mec un peu gouailleur, un peu blagueur. C'est ça. Voilà, il a un quelque peu chose. insolent, ouais, c'est sûr. Alors, le tournage se déroulera du 14 janvier 57 au 14 avril 57, donc 3 mois tout rond. Évidemment, Clouzot exige la disponibilité totale de ses acteurs, et notamment, évidemment, son acteur principal, Gérard Setti. Donc Setti, pendant ce temps-là, il arrête le théâtre, il arrête le musical, il arrête tout ça, juste pour être disponible sur le tournage, quoi. Et ça va être très compliqué pour pas mal de gens. C'est le cas, donc on en a parlé de Clément Harary, avec qui il est tout bonnement horrible. Puisque après avoir vu les rushs de la scène de la cave, il lui dit ça ne va absolument pas, vous pouvez pas revenir, vous êtes viré, on va retourner avec quelqu'un d'autre. 3 jours plus tard, finalement revenez, j'ai fait le con. Enfin, c'est voilà quoi. Là, il est tout puissant et ça va aller jusqu'à cette exigence qu'il va avoir aussi de refuser les retardataires au début de la séance, comme il avait fait pour les Diaboliques. Alors pour les Diaboliques, ça s'entendait. Là, franchement, c'est ça pouvait se comprendre. Là, il n'y a pas de raison, quoi. Et ça va contribuer à sa légende, à sa réputation de directeur d'acteur insupportable qui est vrai, mais là, évidemment, c'est encore confirmé par les relations détestable qu'il entretient avec ses équipes. Ouais, je suis d'accord. D'où sortent-ils? Que me veulent-ils? Ils sont là. Amis, ennemis. À quelle armée appartiennent-ils? À aucune et à toutes. Ce sont des agents. Ils sont quand même au service d'une certaine puissance. Soyez pas naïf, docteur. Les bonnes informations se trouvent toujours chez les adversaires. Et pour être bien reçu, on ne peut pas arriver les mains vides. Alors, on donne un petit renseignement pour essayer d'en avoir un gros. Puis du moins petit qu'on échange contre ce qu'on peut. On doit bien garder un pied dans chaque boutique. Et à force de donner et de recevoir, de gauche et de droite, on finit par ne plus savoir où on en est. Alors, David, je te propose de me pitcher le film. Alors, un psychiatre aux tendances alcooliques, dont la clinique menace de fermer pour cause de manque de financement, se voit proposer 1 million de francs par un homme qui se déclare colonel pour accueillir un faux patient. Avant même l'arrivée de ce dernier, la clinique se remplit d'individus loufoques qui invoquent tous des prétextes divers pour pouvoir se rapprocher de ce mystérieux patient. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, c'est ça, j'ai envie de dire, à un niveau basique, c'est-à-dire que... C'est ça, sur le papier, c'est ça. Voilà, sur le papier, c'est ça. Après, évidemment, il va se passer tout un tas de trucs. Les individus loufoques, on va comprendre que ce sont des espions. Et puis, ça va être une manière pour Clouzot de parler donc de l'absurdité du monde. Alors, comme je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, pour moi, ça ne fonctionne absolument pas. Le premier problème, pour moi, c'est, comme je l'ai déjà dit aussi, Gérard Setti. Mais il y a quand même un gros problème, plus gros que ça, qui est un problème d'histoire, en fait. Oui. Et de structure. En fait, c'est ça. Le problème, et je pense que pour moi, et je suppose que tu seras d'accord, on ne sait pas où on est en fait. On ne sait pas si c'est un film d'espionnage, un thriller à suspense. On ne sait pas si c'est une comédie. On ne sait pas si c'est un film qui dénonce, si c'est un film absurde. En fait, on navigue un peu entre tous ces trucs-là et ça marche pas. C'est ça. Alors, il y a des moments de comédie qui sont réussis, je trouve. Oui. Ce qui n'était pas le cas de la dernière comédie qu'on avait vue, signée Clouzot. Ouais. Là, il y a des moments qui sont vraiment bons. Il y a des moments où j'ai vraiment ri à haute voix. Toi, c'est la première fois que tu le voyais, c'est ça? C'est la première fois que je le voyais, oui. Ouais, du coup, ton point de vue va être hyper intéressant parce que moi, c'est la deuxième fois et je partais vraiment avec un mauvais a priori puisque je l'avais déjà vu il y a quelques mois et ça avait été très difficile. Oui. J'avais vraiment pas aimé. Donc là, je repartais. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en le revoyant, au début du film, la première heure, je me suis dit, putain, mais c'est... En fait, c'est drôle, quoi, parce que c'est vrai que la première fois que je l'avais vu, je m'attendais à ce qu'il y ait une structure, une histoire, un truc. Donc, j'étais beaucoup dans l'attente de ça, tu vois. Je me disais, tiens, Clouzot, ça va être carré, ça va être... Et en fait, j'attendais ça pendant tout le film et je me disais, c'est ça. Je trouve qu'on retrouve pas du tout Clouzot. Voilà, c'est ça. Par rapport à ce qu'on connaît.
Oui, c'est exactement ça. Et puis là, en fait, je me disais, ah, c'est hyper drôle et tout, sauf qu'il y a un moment donné où tu perds ce fil-là aussi. Oui. Donc, Et on est tu dis, bon, à chaque fois entre les deux, en fait. Et en fait, j'ai vu le film avant de me renseigner dessus, et je me suis vraiment dit, oh là là, mais c'est pas très prenant. Enfin, tu vois, c'est pas très espionnage. ouais, c'est clair. C'est pas très drôle. Non. C'est un peu comique grinçant. Un peu et je me dis c'est vraiment absurde, et en fait ok, c'est quelque chose qui était voulu, il a voulu faire de l'absurde, il a voulu faire de l'humour, sauf que ça tombe un peu à plat en fait. Ouais, mais si tu veux, s'il voulait faire de l'absurde, il y a tout un tas de messages à faire passer, et c'est le cas. Il y a des moments vraiment de réussite où par exemple, je pense notamment à la scène du début dans le café, tu sais, celle où il dit je suis apolitique, je suis où il dénonce un petit peu, c'est ça. Et en fait c'est un balai de minables, tu vois, parce que autant le patron qui a voté pour les gars qui sont maintenant au pouvoir et qui évidemment font absolument pas ce qu'ils avaient promis comme d'habitude, et Setti qui dit moi je ne crois en rien, en fait Setti il croit pas en rien du tout, tu vois, parce qu'après il va passer le film entier, d'ailleurs on se demande bien pourquoi, à essayer de rattraper une soi-disant erreur qu'il aurait faite. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne, quoi. On a un gars qui nous dit on va faire venir un faux patient dans votre clinique, tout ce que vous avez à faire c'est l'accueillir et c'est tout. Et vous vous souciez de rien, vous vous souciez pas du reste. À aucun moment il dit défendez-le, à aucun moment il dit tu vois. Et en fait, on a Setti, donc le docteur Malik, le personnage principal, qui pendant tout le film va faire l'exact inverse de ce qu'on lui a dit de faire. Mais moi, il y a des moments où j'avais envie de crier, mais arrête de faire ça, ça ne te regarde pas en fait. Il y a vraiment un décalage entre Malik, qui pour moi est vraiment le seul, et au début en tout cas, le naïf. Il est vraiment il vit le truc il vit le film au premier degré, lui. Oui. Alors que tous les autres espions, ils sont tous blasés, ils ont plus d'illusions, à la limite ils savent même plus à quel camp ils appartiennent et pourquoi ils se battent, et c'est de là, je trouve, où ça devient un peu drôle et absurde. Oui, et c'est très intéressant, ça c'est la deuxième scène qui est pour moi très réussie, celle où Peter Ustinov, donc Kaminsky, l'espion lituano de l'Est, de l'Est, explique en fait à Malik, vous voyez tous ces mecs là qui sont là et qui savent même pas ce qu'ils font, ils comprennent plus rien, ils sont là, mais vous croyez que s'ils avaient le choix ils seraient là, ils appartiennent, ils savent pas en fait quoi, et puis si il y a des portes qu'il est pas bon de pousser, tout ça. Les services, c'est le piège à rats. Pour rentrer, la porte est grande ouverte, mais pour sortir, rideau. Quand on a envie de s'en aller, on trouve toujours une issue. Si c'est pas la porte, c'est la fenêtre. Oui, vous trouverez facilement des portes, ce n'est pas ça qui manque. Des portes qui donnent sur d'autres services, sur des cours de justice, des prisons, surtout sur d'autres portes. Mais dehors, jamais. C'est mon affaire. Attention, Malik. Il y a des portes qu'il vaut mieux ne pas pousser. Tout ce petit speech est très très réussi. Et ça marche, pour le coup, je trouve très bien. Parce qu'en fait, là, ce que Clouseau fait, c'est de la dénonciation. Alors, peut-être un peu facile, peut-être pas forcément très maligne, peut-être pas forcément très fine. Ça, je veux bien l'entendre. Mais au moins, la scène, elle fonctionne. Le discours qui est tenu, il est intelligible. Oui. Et malgré tout, malgré toutes les mises en garde de tous les personnages sur tous les plans, à aucun moment, Setti comprend qu'en fait, il doit arrêter de faire ça parce qu'il est dans quelque chose qui le dépasse, qui de toute façon, il ne comprendra pas. Et puis surtout, en fait, il en a rien à foutre, lui. Il doit prendre les 5 millions puis se la fermer, c'est tout. Et en fait, t'as envie de lui dire, mais arrête, fais ça, prends l'argent et puis tais-toi, tu fais rien, quoi. Et s'il s'entretue, qu'est-ce que t'en as à foutre? Enfin, tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. Je pense que c'est mais il y aurait pas de film, du coup. Je pense qu'il veut montrer aussi la spirale d'un mec, entre guillemets, normal, bien qu'un peu minable, hein, on est d'accord, qui est pris dans ce tourbillon géopolitique qui le dépasse, quoi. Je pense que c'est ça, et c'est là où ça rappelle le procès de Kafka, tu vois. Mais c'est un peu mais je trouve ça vraiment laborieux, quoi. Oui, c'est exactement le mot. C'est très très laborieux. C'est très laborieux, et puis bon, moi j'entends ce que tu me dis, mais je suis désolé, je continue de... Si tu veux, pour moi, si c'est vraiment ce qu'il avait voulu faire, il aurait fallu l'investir, tu vois ce que je veux dire. Or, tous les personnages font précisément l'inverse. Ils lui disent, souvenez-vous bien, ça ne vous regarde pas. Alors, t'as le colonel au début, ensuite, t'as Kaminsky, qui le prévient, t'as l'infirmière, l'infirmière qui lui dit, après t'as le personnage de Kurt Jürgens qui lui dit, putain, tout le monde te le dit, mec, genre arrête de te mettre là-dedans, quoi. Il est un peu des ornières, et on se demande un peu quelles sont ses motivations, et du coup, et en plus, comme il est un peu falot, un peu terne, on n'a aucune empathie pour lui, quoi. Et en fait, on s'en fout un peu. C'est exactement ça, et là j'ai retrouvé les défauts de Manon. Ouais. Une fois de plus, on a un personnage qu'on nous présente, parce qu'une fois de plus, c'est quand même un personnage qui au début dit je suis apolitique, moi je m'en fous de tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas, etc., etc. Mais il fait exactement l'inverse après, et à aucun moment il y a une scène qui va l'investir de ça. Tu vois ce que je veux dire? Juste, à un moment donné, il décide que mais je suis très très investi.
Non, mais il suffit pas de le dire en fait. Il faut le montrer il faut que tu expliques. Il faut que émotionnellement on le vive et on le comprenne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ouais, c'est ça. C'est juste du discours, quoi. Donc, ouais, c'est très. Enfin, ça va pas, quoi. Hein, clairement, ça fonctionne pas. Et puis. Et alors après, j'ai vu une critique justement. Je sais plus. Enfin, en fait, il y a eu 2 critiques. Une qui disait que ce film était en retard et l'autre qui disait qu'il était en avance. Ouais. Et je trouve que les 2 sont vrais en fait. Je pense qu'il faut quand même le replacer dans le contexte. Oui. De guerre froide. Oui. Et je pense qu'à l'époque, il y avait cette tension, il y avait ces interrogations permanentes sur le monde et ses rouages. Oui. Et que nous, on a un peu perdu ça. Enfin, on a vu d'autres films depuis qui le dénonçaient mieux, et on a vu d'autres films absurdes qui fonctionnaient mieux. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc je pense que là, on est... Mais que je me demande, le spectateur de l'époque a pu être aussi décontenancé pour ça. Alors, en retard, très probablement, parce qu'on arrive aux années 60 et que là, la nouvelle vague, elle commence à cogner à la porte. On va en parler surtout dans l'épisode suivant. Mais en avance, ça je peux assurer que oui, puisqu'il y a plusieurs fois où je me suis dit putain, c'est très actuel. Notamment donc cette scène dont je parlais au tout début où Malik se rend au tabac d'en face pour aller boire son muscadet là, et où il parle des politiques et où il dit vous avez voté à gauche et la gauche n'a pas fait une politique de gauche. Oui, ça me rappelle quelque chose. Enfin voyons, monsieur Malik, j'ai voté à gauche. Et le gouvernement de gauche a fait une politique de droite, comme d'habitude. Ce sont toujours les pacifistes qui déclarent les guerres. C'est automatique. Et c'est automatique, mais c'est pas honnête, c'est de l'abus de confiance. On devrait pouvoir faire un procès. Pour vous faire rembourser votre bulletin? Et qu'est-ce que vous ferez? À qui le porterez-vous? Tirez au sort, le résultat sera le même. Louis. Ça, c'est le raisonnement d'un anarchiste bourgeois. Mais non, monsieur, c'est le raisonnement d'un homme qui n'a pas de temps à perdre. Qu'on me foute la paix, qu'on me laisse travailler dans mon coin. Sans toute cette paperasserie, ces impôts invraisemblables. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois, enfin, c'est vraiment, c'est très très actuel. Oui, Tu oui. t'aperçois qu'en fait les choses n'ont pas changé, que c'est toujours la même Et chose. que qu'on ait des pions, qu'on ait juste des petits engrenages et que le fonctionnement des hautes sphères nous échappe. C'est ça. Donc c'est très très bien. Mais le problème, c'est que ça réside dans peut-être 2 scènes. C'est mal suivi, quoi. C'est ça. On voit l'idée, mais c'est mal branlé. I see what you did there, c'est vraiment ça, mais c'est Oui, c'est pas, ça. c'est pas du tout, non, ça ne fonctionne pas. C'est quoi. ça. Et après, il y a cette fin qui est très. Il y a cette fin qui tombe à plat, qui c'est pas une vraie fin. C'est-à-dire que si on ne comprend pas les motivations de Malik pendant tout le film pour défendre un espion qui n'a manifestement absolument pas besoin d'être défendu, Ouais. on a encore plus de mal à comprendre pourquoi il va aller se mêler à cette faune. En partant prendre le train pour aller à Marseille alors qu'il a une clinique, et puis après on nous crée une attache avec sa cliente, donc sa patiente qui est donc cette là fameuse, aussi c'est laborieux. Alors elle est une patiente, donc Vera Clouseau, elle est muette pendant tout le film, et puis à la fin évidemment elle va se mettre à parler voilà, avec difficulté parce qu'elle était muette. oui, c'est ça. Donc, enfin bon voilà. non. Et on n'a aucune Oui, ça on n'a aucune empathie pour eux, ça c'est certain, et puis surtout en fait pourquoi nous mettre en place ce personnage et cette relation qui pourrait être, si tu veux, elle pourrait être un miroir, tu vois ce que je veux dire, elle pourrait fonctionner comme un miroir pour lui et lui montrer à quel point il est en train de s'embourber dans une histoire qui le dépasse complètement, mais que lui voulait le faire pour elle, parce qu'à plusieurs fois il lui dit je fais ça pour toi, pour que tu puisses retrouver ta famille. Bon, nous on s'en fout complet de ça, enfin vraiment il n'y a aucun moment où on est investi de cette histoire-là, on n'en a rien à foutre, donc ça c'est quand même très problématique, mais en plus de ça à la fin il se barre et il la laisse toute seule. Donc tu dis, bah attends, là, pendant tout le film, on nous explique qu'en fait, il fait ça pour elle. Ou alors, c'est juste que on veut remplir le film de dialogue, tu vois. Mais si tu lui fais dire quelque chose, soit il dit ce qu'il est en train de dire, et dans ce cas-là, bah, quel sens? Soit il dit l'inverse de ce qu'il est en train de dire, ce qui peut tout à fait être le cas. Mais dans ce cas-là, bah, il se comporte pas comme ça. Enfin, tu vois, donc... C'est ça, moi j'ai vraiment eu l'impression d'une succession de scènes qui n'avaient pas vraiment de rapport entre elles et qu'on a mis bout à bout pour faire un film. C'est ça. Mais on comprend pas le lien. Ouais. Hein. Non, mais on comprend rien. C'est quand même problématique. Ouais. Et c'est pour ça que peut-être cet épisode, cette partie vous paraîtra un peu décousue, mais c'est évidemment voulu. C'est un souhait de notre part pour dénoncer l'absurdité du monde. On a voulu moderne. faire un podcast absurde, voilà. Non mais c'est vrai que l'épisode est un peu décousu, on en a conscience, mais parce que ce film est très difficile à attraper, quoi. C'est un peu compliqué de l'appréhender et de saisir bien toutes les volontés qu'il y avait derrière. Voilà.
voilà, après, comme je l'ai dit, Clouzot, lui, il va dire que c'est de la faute du distributeur. Bon, il fait ce que font tous les grands qui se plantent. Il dit c'est pas de ma faute. Oui. Voilà, c'est pas moi. Alors quand même, l'image est belle. Ouais, ça par contre c'est vrai. L'image est magnifique. L'image est très très belle. Les décors sont vraiment superbes, très moi, réussi, je trouve. effectivement. Cette pension, cette clinique qui rappelle d'ailleurs la pension de Diabolique, là, complètement décative, vétuste en banlieue parisienne. On voit en plus la banlieue de l'époque, enfin, les abattoirs à Argenteuil. Oui, quoi. oui. Ça, c'est assez génial. Ça, je sauverais ça. Puis je sauverais quand même deux petites scènes. La scène des draps. Oui, tu sais, quand elle est belle cette scène. il cherche, Malik, il y a du linge qui sèche, donc il entend des voix, il se dirige vers les voix, il passe les draps. Un travelling latéral qui l'accompagne. C'est très joli. Ça, c'est vraiment très beau. Et puis aussi la scène du train. Oui. Tu vois, quand il cherche dans le train, et ça rappelle un petit peu Manon. Oui, ça rappelle quand elle allait chercher Gérard. Et puis ça rappelle, enfin, je crois qu'il y a une thématique du train chez Clouzot, mais j'en parlerai un peu plus tard. Ouais. Pas dans cet épisode, mais voilà, le train a une importance chez lui. Oui, je suis d'accord. Et moi, ça m'a rappelé aussi après tous les films, toutes les scènes importantes qui sont déroulées dans les trains. Donc, je pense notamment à Bon baiser de Russie, que je sais que tu affectionnes aussi particulièrement. Oui. Cette scène magnifique avec Robert Shaw et Sean Connery. Et puis, bon, voilà. Ça qui n'est pas Bon baiser de Russie, qui n'est pas réalisé par Clouzot. Non. Là, ça n'a rien à voir avec Clouzot, effectivement, et son amour du train. Mais voilà, il y a des choses qui sont réussies visuellement, il y a des idées derrière, et ça n'en est que plus rageant. C'est pas mal réalisé. Non, c'est juste qu'on ne comprend pas où il veut en venir. Voilà, on ne comprend pas où il veut en venir, et du coup, c'est mal. Dans ce sens-là, c'est mal réalisé parce que le propos n'est pas soutenu par la réalisation. Je veux dire, c'est pas mal mis en scène. C'est pas mal mis en scène. C'est-à-dire que oui, c'est beau, les décors sont magnifiques, effectivement, la lumière est très réussie. Pour une première collaboration. La plupart des acteurs sont corrects. Oui, dans les petits rôles en fait. Oui, bien sûr. Non, mais on a parlé. Alors après, bon, Clouzot. Ma théorie, c'est que Clouzot était en roue libre totale et que c'est là que tu t'aperçois de la nécessité d'avoir en fait un producteur qui va te dire redescends quoi. Tu vois, genre calmos quoi. Parce que là, c'est ça. En fait, il est. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais bon, c'est pas forcément très intéressant. Mais pour le casting de Clotilde, qui est une jeune fille qui va avoir 2 lignes de dialogue, littéralement, et une présence à l'écran, je pense, au total de 30 secondes, je pense. Tu vois. Il aura vu 18 personnes, quoi. Bon, stop. Enfin, tu vois, calme-toi, tu vois, c'est bon. C'est ça. Ça n'est pas important. Il y a un truc, je comprends qu'il faille défendre le film et que le film est très important et tout, je l'entends, mais là c'est juste il y a un truc qui lui échappe, quoi. Il devient complètement... Voilà, 48 prises pour déchirer un oreiller dans une scène qui n'a strictement aucune importance narrativement et au niveau de la dramaturgie du film, ça n'a aucune importance. Ça devient du n'importe quoi. Donc, ça aurait tendance à donner raison à Ustinov, qui dit, pour l'instant, moi, son intelligence, je la vois dans sa faculté à changer d'avis comme de chemise et son désir de cruauté est bien présent, mais il n'a pas vraiment la force mentale pour y arriver, quoi. Donc, voilà, c'est un peu... On ressort quand même de tout ça avec un sentiment de gâchis, en tout cas, c'est mon avis. C'est ça. C'est un des films que je connaissais pas de Clouzot et je comprends pourquoi. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai découvert donc au moment où je commençais à vraiment m'intéresser à Clouzot et j'ai dit tiens, j'ai jamais vu celui-là, ça va être intéressant. Franchement, le titre, je me disais ça va être génial. Un film d'espionnage, tu vois. Mais oui, surtout moi, j'adore les films d'espionnage, j'adore les films de cette époque, j'adore Clouzot. C'est raté. Ouais, voilà, c'est un sentiment de gâchis. Je pense qu'on a tout dit. Oui. Voilà, on va pas s'étendre plus que nécessaire. Non, ça sert à rien de vous retenir aussi longtemps juste pour dire que c'est pas terrible. C'est un peu le moment de parler des films qu'on va mettre en relation avec ce film. Alors ça va pas être bien compliqué puisque il suffit de faire un film qui est mieux que celui-là. Donc oui, c'est ça. Pas difficile. Est-ce que tu as pensé à quelque chose ? Oui, tout à fait. Dans la grande lignée des films d'espionnage américains des années 70, je conseille Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack. 3 Days of the Condor. Ouais. Donc réalisé par Sidney Pollack en effet en 1975 avec Robert Redford et Faye Dunaway. Une des nombreuses collaborations de Pollack et Redford, qui est toujours un couple recommandable. On est rarement déçus. Voilà, c'est rarement des bouses quand même. Donc ça, effectivement, bien. Après, moi, m'a pas forcément touché, mais peut-être faudrait que je le revoie parce que je l'ai peut-être pas vu au bon moment. J'étais peut-être un peu trop vert, tu vois, quand je l'ai vu. Donc, il faudrait peut-être que je le revoie. Du coup, oui, grand film d'espionnage, effectivement. Et toi, de ton côté, à quel film as-tu pensé ? Alors, j'en avais plusieurs. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Agent secret de Frédéric Schonderfer, mais ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas revu. Quand je l'ai vu, j'étais jeune et j'avais adoré, mais parce qu'évidemment, Monica Bellucci, Vincent Cassel, j'avais trouvé ça génial. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'a vu ensemble. Oui, tout à fait. Je me souviens de l'avoir vu avec toi et
qu'on est beaucoup ri du côté de Vincent Cassel qui avait un costard. Deux papes. Deux papes, oui, c'est ça. Absolument. On s'en souvient. Voilà. On s'en souvient pour ça. On s'en souvient encore, voilà. Et puis après, il y a un autre film auquel j'avais pensé, qui ne sera pas celui-là non plus, mais que je recommande aussi fortement, qui s'appelle, mais je pense que tout le monde le connaît, La vie des autres, le film allemand. Ah, bien sûr, oui. Voilà, de Florian Eckel von Donnersmarck. Putain, c'est une catastrophe. Donc voilà, très bien, relativement récent, 2006, à peu près même période d'ailleurs que Agent Secret. Je crois qu'Agent Secret c'est 2004 ou 2005. Donc voilà, bien, très bon film. Mais celui dont je voulais vous parler, c'est Conversation secrète de Francis Ford Coppola, qui est donc sorti un an avant Les 3 jours du Condor, et qui est, on va dire, une sorte de... alors pas un remake, mais qui peut se voir parallèlement à Blow Up de Antonioni, et puis Blowout de Palma, qui sortira donc dans les années 80. Donc on a Blow Up. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, ça les unit, quoi. Il y a un petit truc qui les unit Oui. autour de la paranoïa, de la sensation d'avoir assisté à quelque chose qui en fait. Et puis autour de la captation. Exactement. Par une technique d'un événement, quoi. Voilà, donc dans Blow Up c'est la photo, dans Blowout c'est l'audio, et là c'est aussi l'audio, mais d'une manière un peu plus cachée, on va dire ça comme ça, pas trop comment, parce que dans Blowout c'est plus un bruiteur de cinéma qui lui va aller se constituer une bibliothèque sonore. Blowout qui est un excellent film d'ailleurs, je l'ai découvert sur le tard, un très très bon De Palma, si vous le connaissez pas, jetez-vous dessus, en plus avec Travolta jeune, donc vraiment excellent, mais pour le coup pas un film d'espionnage. Là dans Conversation secrète on touche un peu à l'espionnage, il y a de ça. Complètement. Et puis, c'est Gene Hackman surtout. Il y a aussi, et j'ai oublié son nom, c'est ridicule, celui qui joue aussi dans The Deer Hunter et dans Le Parrain. Cet acteur qui est mort relativement jeune et qui était excellent. Je crois que c'est Fred Casal. C'est ça, exactement. Voilà, donc très bon film, avec une ambiance toute particulière, un peu spécial puisqu'année 70, et puis c'est le film que va faire Coppola entre Le Parrain 1 et Le Parrain 2, donc un peu l'espèce d'évasion pour lui. Voilà, je conseille, vraiment très bien. Voilà, c'est pas à proprement parler un film d'espionnage, mais un petit peu quand même, donc j'ai envie de raccrocher à ça, et puis de toute façon, que ce soit Les 3 jours du Condor, que ce soit La vie des autres, que ce soit Conversation secrète ou Agent secret, tous ces films sont meilleurs que Les espions de Henri-Georges Clouzot. Absolument. Mais d'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si tu as vu Ennemi d'État de Tony Scott avec Will Smith. Alors bon, on est vraiment dans le gros blockbuster, mais il y a un petit rôle de Gene Hackman qui reprend, si tu veux, un peu son rôle qu'il avait dans Conversation secrète. Marrant, ok. Voilà, en plus, donc tu vois, évidemment, Will Smith est la star du film, et il retrouve un vieil espion qui l'aide à dénoncer une manipulation, qui est interprété par Gene Hackman. Bah fantastique, du coup, ça me donne envie de le voir. Ça n'est pas un très bon film, mais c'est le petit clin d'œil. Bon, et écoute, je le rajouterai à ma liste, mais peut-être pas dans l'urgence et la priorité, mais en tout cas, j'essaierai de le voir, quoi. Mais j'y suis allé au commissariat. Je leur ai tout dit. Je leur ai fourni tous les détails, toutes les explications. J'ai été bien reçu. Ils m'ont même pas écouté. Forcément, il m'aurait fallu des preuves, des témoins. Il y en a qui savent, qui pourraient me soutenir. Mais pas si bête. Bouche cousue. Quand je les mets au pied du mur, ils me regardent d'un drôle d'œil. Comme on regarde un malade. Des ocarinistes. Victor. Quel Victor? Monsieur Cooper? Quel Monsieur Cooper? Mais enfin, Madame André, c'est pas possible. Mais le cours, François Copé, votre voyage à Saint-Flour. Vous avez dû rêver, docteur. Réveillez-vous. C'est la fin de ce 7e épisode de Ciné Essentiel. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous, et à mettre la meilleure note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est important pour le référencement. Ciné Essentiel est une mini-série Cinécure. Cet épisode a été créé par David Emmanueli et moi-même, Charles-Édouard Wasselin. Il est produit par Adrien Larouzet pour Vaisseau Hypersensas. Alors David, où peut-on te retrouver ce mois-ci ? Écoute Charles-Édouard, j'ai décidé de faire une petite pause dans toutes mes activités de réseaux sociaux, donc absolument nulle part. D'accord, très bien. Toujours une surprise, toujours un rendez-vous que nos auditeurs ne loueraient pour rien au monde, je pense. Absolument, j'y compte. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien Twitter, @charledy, où je parle de cinéma. Puis c'est relativement nouveau sur ma chaîne YouTube, judicieusement appelée Cinécure, où je mets en ligne une vidéo tous les 2e mercredis du mois, donc rendez-vous là-bas le 11 mai. Et puis, on va se retrouver ici même la semaine prochaine, mercredi 27 avril, pour un nouvel épisode de Cinexplore, puis le 4 mai pour un épisode de Cinécure, et enfin le 18 mai pour l'épisode 8 de Ciné Essentiel. Et justement David, le mois prochain, de quel film parlera-t-on ? Alors je sais que c'est un film cher à ton cœur, La Vérité.
avec Brigitte Bardot. Enfin, nous y sommes. Voilà, ça fait longtemps que je l'attends, hein. C'est clairement mon préféré de Clouseau, donc là j'ai vraiment hâte de vous en parler. J'espère surtout que je l'ai vu qu'une fois, donc je l'ai adoré, mais j'espère qu'il va me plaire autant que la première fois. Et puis d'ici là, écoutez, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films, et puis David, à dans un mois. À très bientôt. Ciao.